Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur l'espace démo technique sponsorisé par Trend Micro. À mes côtés, Monsieur Xavier Rousseau et Monsieur Pierre Guillot de la société Gatewatcher. Et vous allez aborder le thème suivant. Et si l'IA mettait enfin un terme à la fragmentation du SOC? Messieurs, la place est à vous. Vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Pierre Guillot, je suis responsable du product management chez Gatewatcher. Et donc effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de ce sujet assez problématique qui est la fragmentation du SOC, que beaucoup d'entreprises vivent, auquel potentiellement nous, en tant qu'éditeurs, on participe, ou en tout cas, on doit trouver collectivement une solution. Et aujourd'hui, je suis accompagné donc de mon compère. Xavier Rousseau, je suis le directeur du pôle solutions et architecture, en charge de définir les produits chez Gatewatcher. Alors, avant de débuter vraiment cette présentation, sachez que le sujet il est très vaste. On a 30 minutes. On va rentrer dans un maximum de sujets. Avec Xavier, on sera disponible sur notre stand en C22, donc n'hésitez pas à passer. On vous donnera tous les détails. On sera là, Xavier là aujourd'hui, moi je serai là encore jusqu'à demain. Donc on a partagé cette présentation d'abord en parlant des enjeux ou des défis auxquels toute entreprise va être confrontée ou a été confrontée concernant l'implémentation d'un agent cybersécurité ou plus largement de l'usage des technologies dites d'IA générative. Le premier sujet, c'est le Shadow AI. L'adoption a été telle que tout collaborateur s'est lancé sur du chat GPT à titre personnel, mais aussi professionnel. Et tous ces usages-là sortent systématiquement du contrôle de vos politiques de sécurité ou d'une maîtrise en fait de l'usage en tant que tel. Et de facto, soulève le problématique de l'usage de la donnée, des données qui sont échangées, partagées dans la notion de contexte d'usage, contexte d'interaction, de chat avec, de discussion avec l'agent. De facto, viennent de suite les problèmes légaux, de propriété intellectuelle, etc. Et in fine, par rapport à la réponse qui vous est donnée, le risque opérationnel, l'interprétation du résultat, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est faux, qui va lier d'autres risques qu'on va voir plus tard. Donc vraiment cette notion de contrôle de l'usage shadow, au même titre qu'on a connu et qu'on connaît toujours aujourd'hui, le shadow IT. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, alors j'ai repris ici une cyber landscape qui avait été faite par Momentum en 2023, juste pour vous dire que finalement, on est tellement d'éditeurs aujourd'hui, on n'est pas les seuls, tous globalement se sont lancés dans l'implémentation d'un assistant cyber de façon plus ou moins cohérente, apportant un contexte unifié. Honnêtement, je vous mets au défi, je pense qu'il n'y en a aucun, et on va voir comment. Mais ce qu'il faut retenir autour de ça, c'est quand on parle de fragmentation, notamment par rapport à l'usage d'un agent cybersécurité, c'est que finalement, si vous utilisez l'agent d'un éditeur A, B, C, D, ces agents sont totalement indépendants l'un de l'autre. Et de facto, quand vous êtes analyste ou quand vous êtes utilisateur, vous allez devoir savoir travailler avec A, travailler avec B, travailler avec C. Vous allez devoir reproduire les questions de A vers B vers C et vous allez segmenter en fait votre discussion et ça va forcément poser in fine au niveau du résultat un gros problème. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas de façon négative et péjorative, mais ce n'est ni plus ni moins que d'ajouter une nouvelle IHM à vos analystes, à vos utilisateurs. Et vous accélérez ou vous rendez encore plus complexe le quotidien de ces équipes-là. Vous avez, comme je disais, la perte de contexte d'information parce que chacun des agents va avoir ou des assistants va avoir sa connaissance de la discussion. Et puis, une nouvelle fois, le résultat de tout ça, après l'accélération de la complexité, la perte de contexte, eh ben c'est le résultat qui ne répondra pas aux promesses ou aux bénéfices que vous pensez pouvoir tirer de ces solutions-là. Alors, un des challenges, si vous voulez mettre en place votre propre assistant ou votre propre AI, c'est la contextualisation, c'est-à-dire apporter la connaissance de l'environnement dans lequel votre agent, votre assistant, votre modèle va évoluer. Donc très rapidement, on pense à quoi? On pense à la donnée. C'est un peu comme quand vous rejoignez une nouvelle entreprise, un nouveau projet, vous allez collecter des informations pour comprendre quelle est votre mission. Donc là, c'est exactement la même chose. Mais quand on parle de données, forcément, la nature, le caractère de cette donnée va varier. Vous aurez des données privées, des données publiques et il va falloir pouvoir les segmenter. Comme vous pouvez le voir depuis le début de la présentation, on utilise beaucoup contexte et segmentation et c'est deux mots qui sont intimement liés. Et on va en parler énormément aussi pour les réponses. Typiquement, quand vous allez parler de votre activité à un client, à un collaborateur ou dans votre famille, naturellement, vous allez faire de la segmentation. C'est-à-dire que vous allez véhiculer des messages, vous allez partager des données qui vont être différentes parce que vous n'avez pas le droit de partager le même niveau d'information en fonction de votre interlocuteur.
Quand vous allez interagir avec votre modèle, ce sera exactement la même chose. Je vais prendre un exemple tout concret. Depuis le 1er janvier, il y a la réglementation DORA qui impose certaines normes aux entreprises de type financière. Et imaginez que vous tapez un prompt qui est « Est-ce que tu pourrais vérifier que ma procédure interne est conforme à cette réglementation ?» Vous voyez bien que dans cette requête, il y a à la fois des données privées, donc il faut être capable d'absorber cette donnée-là, et que vous allez combiner à de la donnée publique. Et cette donnée, vous ne voulez pas qu'elle soit mélangée et que la donnée privée elle aille dans un LLM potentiellement public. Donc vous devez être capable de segmenter. En termes de solution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir un orchestrateur qui est capable d'interpréter votre requête, la découper en tâches et de dire « Ah, cette tâche, elle doit aller dans un environnement public, cette tâche dans un environnement privé. » Et l'orchestrateur va récupérer l'ensemble des informations pour traiter et vous générer la bonne réponse. Donc, comme vous pouvez voir, le premier défi lié à la contextualisation, c'est absorber les données, les traiter avec de la donnée publique. Et pour ce faire, donc, on fait une première segmentation. Mais cette segmentation, elle va aller au-delà de juste la donnée privée publique. Parce que ça encore, ça reste assez simple d'utiliser un juge pour faire cette classification. Ça va être aussi de se dire, mais quand j'utilise une donnée, elle va dépendre aussi de mon métier. Vous n'allez pas partager une IRA pour l'ensemble de votre entreprise. Il va falloir qu'elle soit, entre guillemets, fine-tunée, adaptée, par exemple pour le commerce, pour les développeurs, pour le support, parce qu'ils n'ont pas accès à la même donnée. Et même au niveau de ce métier-là, vous allez vouloir segmenter par utilisateur, parce qu'au sein d'une même équipe, tout le monde n'a pas accès forcément à la même donnée. Puis quand on parle de contextualisation, alors ce n'est pas uniquement de cracher de l'information, ça va être aussi la capacité d'interagir avec les solutions que vous avez déployées. Quand je parle de solutions, on pourrait parler de tous les acteurs qui sont ici présents, les firewalls, les EDR, les NDR, mais aussi tout ce qui est réseau et système. Sauf que, comme l'a très bien expliqué Pierre, aujourd'hui, on a un marché qui est très fragmenté et chacun vient avec son propre assistant. Donc, un des défis majeurs, c'est que si vous voulez être sûr que vous soyez efficace, il vous faut un agent unique. Un agent qui soit assez agnostique pour que ça soit du click and connect, que vous ne soyez pas un peu comme un sort où il faut que vous ayez le pack, que vous connaissiez un peu comment ça fonctionne pour savoir quelle action vous voulez mettre en place. Et puis surtout, il faut qu'il soit polyvalent pour pouvoir s'adapter à un secteur bancaire, financier, etc. etc. Et donc, hop, le problème, c'est que quand vous cherchez cette polyvalence, vous pouvez faire face à un terme, je pense que vous l'avez tous entendu parler, c'est les hallucinations. Donc c'est un biais technologique, où en fait, le modèle va vous répondre quelque chose qui n'est pas correct, ou qui n'est pas pertinent, ou qui n'est pas tout à fait précis. Alors, la conséquence de ça directement, c'est que vous pouvez avoir une mauvaise information, vous pouvez prendre une mauvaise décision. Pire, dans le cas où le LLM serait capable d'exécuter des fonctions, ça pourrait bloquer une IP au niveau du firewall, au niveau de l'EDR, alors que vous voulez le faire uniquement au niveau du firewall. Alors, pour résoudre les hallucinations, on pourrait encore parler de la segmentation. C'est-à-dire que si jamais vous mélangez toutes les données pour absolument tout le monde, bien évidemment, votre modèle a plus de chances de mal répondre. Autre chose, on a tendance à tout le temps accuser le modèle, mais la personne le problème vient aussi de ce qu'il y a entre le clavier et la chaise. C'est-à-dire que si vous faites un mauvais prompt et que vous dites juste à votre enfant « va ranger », vous voulez quoi? Ranger la chambre, ranger la tondeuse, ranger le lave-vaisselle, c'est un peu la même chose. Si vous n'êtes pas précis dans ce que vous demandez, la réponse sera pas forcément aussi précise. Et puis surtout, c'est tout ce qui est de base documentaire. Pareil, si vous connectez un modèle à énormément de données, potentiellement, vous pouvez avoir des données redondantes, mais surtout une même procédure avec des versions différentes, et donc potentiellement une qui est obsolète. Mais le modèle, lui, il ne le sait pas du tout. Et ça, quand vous connectez un agent ou un assistant à une grosse quantité d'informations, vous pouvez avoir de l'hallucination. Et puis, il y a les connecteurs. Alors, les connecteurs, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler des MCP, Model Context Protocol. C'est quelque chose qui a été annoncé par Anthropic en novembre 2024, qui a été adoubé par l'oncle Sam de OpenAI la semaine dernière, donc ils vont tous utiliser MCP. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un protocole qui va permettre de connecter votre modèle à n'importe quel outil pour accéder à de la donnée ou accéder à des outils. Pour nous, ça ne change absolument rien, parce qu'il y a un an, ici présent, nous avions fait une démo où on a exactement la même fonctionnalité, et en plus, on est déjà fonctionnel MCP au final, puisque c'est exactement ce qu'on a implémenté qu'ils ont standardisé. Donc tant mieux pour nous. C'est une aubaine pour nous, puisqu'en fait, ça va forcer des acteurs qui ont des API un peu bancales ou pas de SDK à développer et à entrer dans ce standard. Donc c'est parfait pour nous. Sauf que la différence, c'est que nous, ce qui nous permet d'interagir avec des outils pour exécuter quelque chose, on appelle ça des tools, des outils.
Par contre, on appelle les connecteurs tout ce qui nous permet d'accéder à une donnée, à un partage de fichiers, à un SharePoint, à un OneDrive, ce que vous voulez, etc. Et là aussi, il y a encore des défis. Les défis, quels sont-ils? C'est que déjà, vous avez une fragmentation de la donnée, c'est-à-dire que des données qui peuvent parler du même sujet peuvent être répliquées à plusieurs endroits, sur votre SharePoint, sur votre partage de fichiers, sur votre Confluence, et ainsi de suite, et pas avec le même niveau de qualité d'information. Donc du coup, le challenge primaire que vous allez avoir, c'est être de capable de se connecter à tout, mais deux, après de les contextualiser. Et là, ça va être quoi? C'est une notion qu'on appelle les lens, c'est-à-dire que quand vous allez poser une question, vous allez lui dire, écoute, tu vas regarder que dans le SharePoint, et tu vas regarder que les documents d'une certaine thématique. Et ça va vous permettre aussi de contrer les hallucinations. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est émergent aujourd'hui sur le marché. Nous, on a déjà des réponses à ce sujet-là, donc tant mieux pour nous. Et hélas, alors si vous venez, je vous répondrai à plein de questions techniques, il n'y a pas de souci, sauf sur cette partie-là, parce que autant les MCP, on avait 1 an d'avance, là on a encore de l'avance, je préfère garder encore ça secret pour nous, bien évidemment. Mais il y aura des petites démos. Donc finalement, avant de passer vraiment à du concret, et on s'excuse d'avoir fait ces présentations en anglais, mais elle a été également retenue pour aller sur des salons à l'international. Donc le sujet fait parler et intéresse. Si je devais résumer, on a parlé de la problématique de Shadow AI. La vraie réponse, déjà, elle est humaine, managériale. Ne bloquez pas, autorisez et contrôlez les usages. Moi, et on l'a tous, sur nos téléphones, on peut l'utiliser. N'importe qui pourra prendre demain une photo et avoir de l'information. Donc, mettez-vous dans une position où vous utilisez, mais vous mettez ça en main sous forme d'usage et de contrôle. Deuxième sujet, la fragmentation. On en a pas mal parlé, je pense, avec Xavier. L'objectif, il est vraiment de vous mettre en position de maîtriser le contexte d'échange, de discussion avec ces assistants-là pour qu'ils vous apportent un maximum d'informations plutôt que d'aller sur encore une énième IHM, je ne reviendrai pas là-dessus. La contextualisation, comme le disait Xavier également, un terme hyper important qui, d'un point de vue technologique, on pourra répondre également à vos questions là-dessus, sur le RAG, sur les instances, comment on a fait pour partager, orchestrer ces éléments-là, qui est primordial à partir du moment où on discute de données publiques, de données privées, de bien maîtriser également ce contrôle-là. L'interopérabilité, Xavier un peu, on a parlé à travers les outils, les tools, les agents de notre côté, donc c'est comment on est capable d'interagir avec l'écosystème. Enfin, les hallucinations absolument à gérer parce que nous, quand on discute avec nos clients, il y a cette crainte d'une action destructive potentiellement sur leurs infrastructures, donc là-dessus, il faut absolument aussi prendre des mesures et comme le disait Xavier, on est en avance aujourd'hui chez Gatewatcher là-dessus. Et enfin, les connecteurs. Donc, 6 sujets sur lesquels maintenant Xavier va faire une démonstration vidéo parce qu'on voulait être absolument certain que ça puisse fonctionner. Ouais, alors c'est surtout que je suis un grand bavard et si je fais pas de vidéo, on part pour demain et je pense que je me ferai botter les fesses pour sortir d'ici avant 14h30. Donc du coup, en fait, c'est une vidéo pour vous expliquer ce qu'est Gaia. Donc en fait, nous, on est parti sur un plugin. Pourquoi un plugin web? Eh ben, en fait, ça va répondre à la fragmentation de l'IA. C'est-à-dire que quand je suis sur mon firewall, je suis avec un assistant. Sur mon Fortinet, par exemple. Après, je serai avec mon EDR, un autre assistant. Le fait qu'on utilise un plugin, on va être capable d'interagir avec l'ensemble des outils, puisque ces outils sont accessibles via un navigateur web. Donc quand je vais commencer à faire mon analyse sur mon firewall, eh ben, en fait, quand je vais passer après sur mon EDR, sur mon CIEM, sur mon NDR, je vais garder tout le temps la même communication. Je n'aurai pas besoin de refaire le même échange en expliquant quelque chose. Donc là, ici, on explique comment on peut alimenter. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la contextualisation. On va pouvoir importer des documents qui sont propres à l'utilisateur, c'est segmenté, d'accord. Mais après, on a aussi les connecteurs vers de Office 365 ou autre. Tout au début, je vais revenir un peu en arrière, je suis désolé, c'est important, c'est que ici, vous avez la notion d'instance. C'est-à-dire que moi, par exemple, chez Gatewatcher, je travaille avec le commerce, avec les techniques, avec la QA, avec les avant-ventes, et à chaque fois, je n'ai pas le droit d'accéder aux mêmes informations ou de partager les mêmes informations. Donc, en gros, je peux créer des instances différentes où mon assistant va avoir des capacités, des connaissances différentes. Ce qui permet au final de réduire les hallucinations. Alors, on a un back-office qui permet qu'au niveau d'une entreprise, vous pouvez arriver en disant tous les avant-ventes, ils ont accès à telle documentation, tous les commerciaux à telle documentation, et ainsi de suite. L'autre intérêt des plugins, toujours par rapport à cette fragmentation. Si je veux être capable d'interagir avec un EDR, beaucoup d'EDR, leur management, elle est dans le SaaS.
Par contre, il y a plein d'outils dans le data center, ce n'est pas dans le SaaS. Et vous voulez pouvoir exécuter quelque chose. L'autre intérêt du choix du plugin, c'est que l'exécution, elle est faite par le plugin. C'est-à-dire que c'est as design, en fait, compliant avec vos solutions de sécurité, votre politique de sécurité. Pourquoi? Parce que l'exécution faite par notre assistant, c'est avec vos droits d'utilisateur, avec votre ordinateur qui est autorisé à accéder à un réseau, et ainsi de suite. Donc vous n'avez absolument rien à changer dans votre politique de sécurité. Donc en plus, c'est très flexible. Donc là, je montrais comment on alimentait la partie contextualisation. Et là, ce sont les tools. Donc là, j'ai montré qu'on pouvait, donc j'ai effacé absolument tous les outils que j'utilise au quotidien. Et je montrais qu'on exporte la configuration dans un vault. C'est-à-dire que quand vous allez configurer les outils, les tokens, etc., ne sont pas envoyés vers le modèle. Tout est stocké localement dans un vault sécurisé. Et là, je montre, j'ai importé quoi? Une API de SentinelOne. Donc en fait, nos tools, c'est juste vous importez l'API de votre outil. Ce n'est pas forcément que de la cybersécurité. Si vous avez une cafetière Jura, d'accord, il y a des API, vous pourriez demander à l'assistant de vous faire le café. Voilà. Donc vous pouvez essayer, ça marche. Donc voilà. Donc là, en fait, c'est très simple. Ici, je vais faire une petite pause. Quand je configure mon outil, je vais pouvoir définir depuis où l'exécution sera faite. Quand je vais lui demander, tiens, exécute-moi quelque chose. Et je peux lui demander soit que ça soit fait depuis le modèle SaaS, donc depuis les plateformes GetWatcher, ou alors que ça soit fait directement par l'extension avec, comme je l'ai dit, les droits de l'utilisateur, ainsi de suite. Donc là, je vais avancer un tout petit peu. Donc là, on met l'API key. Et alors là, ici, en fait, ce qu'on est en train de faire, parce que quand vous chargez une API, vous pouvez avoir des centaines de fonctions. Donc ce qu'on est en train de faire, et c'est juste une chose importante de préciser, c'est ce qui nous permet aussi de gérer les hallucinations et des limites techniques que vous avez avec certains modèles, c'est qu'en fait, par exemple, vous prenez OpenAI, vous ne pouvez avoir que 128 fonctions. C'est-à-dire que si vous avez plus, vous ne pouvez pas en enregistrer plus. Nous, on peut supporter des milliers et des milliers, ce n'est pas un problème. En fait, ce qui est en train de se faire là, c'est qu'on est en train d'indexer toutes les fonctions qui sont présentes dans les API. On est en train de les indexer, les préparer, ce qui fait que quand vous poserez une question, on pourra chercher une similarité et réduire le catalogue des fonctions qui sont à traiter par le modèle. Donc ça limite également les hallucinations. Donc ça prend un petit peu de temps parce que chez Sentinel, il y en a beaucoup, excusez-moi. Et une fois qu'elles sont toutes chargées, toutes les fonctions présentes sont affichées comme vous pouvez le voir ici. Et là, on a la capacité de les filtrer, de les sélectionner, de les désélectionner. Alors vous pourrez me dire, mais pourquoi je voudrais désélectionner des fonctions? Pour la simple et bonne raison que nous, on a beaucoup de clients qui ne souhaitent pas que l'IA soit capable de faire des fonctions destructrices. Souvent, les SOC, ce ne sont pas eux qui font la rémédiation d'ailleurs. Ils vont faire la prise d'information, ils vont identifier, qualifier, mais ce n'est pas eux qui font la réaction. Donc vous pouvez garder le contrôle pour être sûr que demain, même s'il y a une hallucination, il ne vous fera pas n'importe quoi, il ne sera capable de faire que les actions que vous aurez sélectionnées. Voilà. Je vais avancer encore un petit peu, je suis désolé. Hop, je suis un grand bavard quand je prépare mes démos, mais je le suis moins quand je suis sur le... Donc là, par exemple, on va demander à notre assistant, est-ce que tu peux me dire, parce que je ne suis pas un expert de SentinelOne, quelle fonction je dois activer pour pouvoir bloquer via SentinelOne? En fait, mon assistant va être capable de me répondre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on charge, qu'on configure un outil, automatiquement, c'est importé dans la contextualisation. Donc l'assistant, il a la connaissance de l'API, il est capable de l'analyser et dire « Ah, quand tu me demandes ça, c'est telle fonction que je dois appeler. » Et là, on voit clairement qu'il nous dit « C'est cette fonction qu'il faut que tu actives. » Bon, on l'a déjà activée. Donc là, en fait, c'est notre solution GetWatcher NDR, donc un Network Detection and Response. Et on a simulé récemment une vraie attaque avec des outils type Cobalt Strike, etc. Et on allait jusqu'au data center. Et là, par exemple, le pirate avait accès au serveur avec les codes sources. Et il faisait un SSH vers l'extérieur. Donc là, en fait, ce qu'on va faire en termes de rémédiation, tout simplement, c'est qu'on va demander à notre assistant de le bloquer. Et alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ouvre régulièrement un nouveau fil de discussion. Et vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? C'est qu'il triche? Non, je ne triche pas en fait. C'est pour contrôler les hallucinations. Pourquoi? Parce que en fait, à chaque fois que vous discutez avec ChatGPT, avec Gemini ou ce que vous voulez, vous envoyez l'entièreté de votre fil de discussion au modèle. C'est-à-dire qu'il garde l'entièreté de la discussion comme contexte. C'est un peu comme si je commençais à parler avec Paul d'un sujet, puis après que je parle avec Jacques, alors qu'on n'était pas dans la même pièce, mais que je continue au même point que quand j'étais avec Paul. Il ne pourra pas me répondre. Donc on renvoie l'entièreté de la discussion. Donc moi, ce que je fais au quotidien, en fait, quand j'ai fait un thread, par exemple, où SentinelOne m'a bien bloqué ou autre, etc., je garde un thread
qui est de dire, tiens, là j'ai fait une analyse de telle menace. Comme ça, il garde le contexte et il garde le même chemin de raisonnement. C'est-à-dire que plus tard, quand je lui demanderai une analyse qui va être similaire, il y aura peu d'hallucinations parce qu'on aura gardé ce contexte-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Donc là, vous pouvez voir qu'il fait du thinking. Pourquoi? Parce qu'en fait, sachez que pour beaucoup de EDR, en fait, quand vous lui demandez de bloquer une quarantaine, la fonction API ne demande pas une IP. Elle demande un ID d'agent. Sauf que moi, je suis un humain, je ne vais pas lui dire tout ce que je dois faire et je m'en fiche en fait. Donc je lui ai demandé ça. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un orchestrateur qui va être capable justement d'appeler différents agents. Ces agents vont exécuter les différents endpoints. Et là, il nous dit, écoute, je n'ai pas pu le faire parce qu'en fait, il ne faut pas une IP, il faut un agent ID. Donc je t'ai récupéré l'agent ID et maintenant, je vais utiliser cet agent ID pour le bloquer. Donc là, en fait, c'est un orchestrateur, comme je vous l'ai expliqué au début, qui va découper la tâche et qui va ensuite orchestrer des agents qui vont exécuter les fonctions pour vous. Tout simplement. Donc là, on voit que le ping il est arrêté. Alors pour vous montrer aussi qu'on ne triche pas, c'est qu'on a fait l'opération inverse depuis l'interface de Sentinel-1. Et là, on va voir l'opération qui va être beaucoup plus rapide au retour. Pourquoi? Parce qu'on a le contexte. Il sait que pour reconnecter, il doit avoir l'agent ID, mais l'agent ID, il l'a déjà parce qu'on l'a vu avant, et ainsi de suite. Et en plus, si jamais je demandais une autre adresse IP, ce serait aussi encore plus rapide. Pourquoi? Parce que quand il a récupéré la liste des agents, il a récupéré l'entièreté de la liste des agents. Donc du coup, si je demande une autre adresse IP, ça ira beaucoup plus rapidement. Voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, pareil, c'est basé sur les agents parce que, en fait, aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'agents. Les assistants, c'est devenu has-been. Donc même le petit script Python que vous avez fait il y a 10 ans, c'est devenu un agent. Mais en fait, pour vous montrer, c'est que la partie agentique, c'est que vous avez vraiment un orchestrateur et qui va demander à différents modèles qui vont être cantonnés, segmentés comme je l'ai utilisé, à faire des tâches bien précises. Donc là, typiquement, on avait demandé de nous donner les 10 emails leaks. Alors bien évidemment, on les a masqués, c'est aussi pour ça qu'on fait une vidéo, parce que si on avait affiché des mails leaks sur de Darknet ici présent, je pense que ça aurait fait du bruit. Donc voilà. Donc on a cette capacité-là aussi, et c'est pour vous montrer que tous les outils qui sont à côté, à partir du moment où vous avez une API, vous pouvez vous connecter à un Reversing Labs, à un Fortinet, un Palo Alto, un CrowdStrike, un Sentinel-1, je ne vais pas tous les lister, mais API, c'est intégrable. Et c'est juste, j'importe, je mets mon API token, donc c'est avec mes droits. Et alors là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on a la capacité aussi de générer des rapports. Alors, pour le but de la démo, on vous a montré un peu l'envers du décor, c'est-à-dire qu'un agent, il va avoir des instructions spécialisées. Un agent va être spécifique pour faire des rapports, un autre agent pour faire une autre tâche, et ainsi de suite. Donc là, on vous a montré un peu, en copier-coller avant, j'ai donné les chaînes d'instructions. Comment tu dois raisonner pour me générer un rapport? Donc vous devez imaginer qu'en fait, derrière, si je lui ai demandé de générer directement le rapport, il aurait suivi ce raisonnement parce que l'orchestrateur aurait appelé le bon agent en charge de faire les rapports. D'accord? Donc là, c'est un peu pour vous montrer l'envers du décor, comme si vous le faisiez avec un assistant OpenAI. Donc là, on va attendre un tout petit peu. Alors c'est le défaut de faire tout via un assistant, c'est que tout est séquencé, alors que si on passe par un agent, c'est plus rapide. Hop, excusez-moi. Donc là, il y a le rapport. Et dans ce rapport, vous allez voir, il est formaté selon les instructions que je lui ai demandées, c'est-à-dire qu'il doit me mettre un petit résumé rapide, de me dire combien il y avait d'emails, que pour chaque slide, il doit y avoir l'email, la source de où on a trouvé la fuite d'informations, et ainsi de suite. Voilà. Et alors, je vais passer sur une toute dernière vidéo que j'ai appelée la Skull. En fait, c'est pour vous montrer qu'on peut gérer aussi l'ensemble des threads, qu'on a la capacité, comme sur un ChatGPT, d'avoir de régénérer un message et ainsi de suite, mais surtout on a la capacité de supprimer un message. Ça, vous ne l'avez pas dans le ChatGPT. L'intérêt de supprimer un message, c'est que, encore une fois, c'est que je veux que mon contexte soit le plus simple possible. Donc si à un moment j'ai posé une question qui est vraiment nulle, ce message peut polluer toute ma discussion. Donc je veux pouvoir supprimer ce message pour ne pas polluer mon contexte. Donc c'est un truc tout bête, mais je peux vous dire, ça change la vie, juste de supprimer un message. Donc voilà. Là, je montrais d'autres threads où j'avais demandé à ce qu'il me cherche des informations. Et là, pareil, c'est deux agents, un qui s'est connecté à Hybrid Analysis et l'autre à VirusTotal pour me donner les informations. Tout simplement. Donc c'était pour montrer qu'il y avait du multifunction call. Alors après, j'ai d'autres threads, mais c'est pour montrer qu'on est vraiment capable de s'interconnecter avec beaucoup de solutions. Et vraiment, comme je le disais, c'est une API, je l'importe, je mets mon token, je choisis mes fonctions. Si vous êtes feignant, vous pouvez tout laisser. Et voilà, le risque zéro n'existe pas.
Donc voilà, je suis allé assez vite parce que le format c'était 30 minutes. On voulait vous laisser l'opportunité de nous poser des questions. Si vous avez des questions techniques, je suis là toute l'après-midi. Et là, je pars ce soir, mais on pourra aller un peu plus dans le détail. 30 minutes, c'était un peu un speed dating très rapide. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vais conclure juste par une chose. Vous avez vu Gartner, donc c'est un exercice qu'on fait très souvent depuis 6 mois finalement maintenant avec Xavier, de présenter ces éléments-là. Les retours qu'on a, c'est généralement élégant comme approche, parce que justement on vient régler ces 6 problèmes-là et on a des réponses qui sont concrètes, que les gens peuvent utiliser et implémenter très rapidement. Les Américains disent singulier quand on discute avec eux. Et nous, une nouvelle fois, on les a mis au défi quand on a ces rendez-vous avec eux, qui sont des analystes qui voient des dizaines et des dizaines de solutions. On leur a demandé, mais est-ce que vous avez déjà vu une approche pareille chez un éditeur? La réponse a été non. Mais on aimerait bien en savoir plus. D'où les 6 mois de discussion avec eux pour prendre chacun des sujets, leur détailler, leur expliquer. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir en stand C22 si vous avez des questions. J'ajouterais juste un propos. C'est que quand on m'a demandé de travailler sur ce sujet-là, mon chef m'a dit quand est-ce que tu commences? Je lui ai dit dans 3 mois. Il a fait un peu la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas voulu sauter sur un sujet qui était super, tout le monde est dessus. On a regardé vraiment quels sont les cas d'usage. J'ai assisté à pas mal de conférences sur l'IA et beaucoup de textes, c'était que les gens n'avaient pas étudié leur cas d'usage et du coup, ils se sont pris un mur. Ils ont directement implémenté en disant c'est cool ChatGPT, c'est cool Gemini, etc. Nous, on a travaillé surtout sur les cas d'usage et c'est grâce à ces cas d'usage qu'on s'est dit bah non, il nous faut un plugin. Il nous faut ça, parce qu'on n'aura pas d'impact sur l'architecture, on n'aura pas d'impact sur la partie poétique de sécurité et ainsi de suite. Merci. Et bien voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on les applaudisse, effectivement, Monsieur Rousseau et Monsieur Guillot.